Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, retour sur l'affaire Jean-Claude Roman, où l'histoire de cet homme qui a tué sa femme, ses 2 enfants, son père, sa mère, un soir de janvier 1993. Le lendemain, après Vessin-Moins, lieu du drame et de la vie passée de la famille Roman, le sentiment est indescriptible. D'abord face à l'horreur de la situation, mais aussi autour de cette question, comment cet homme socialement si respectable a-t-il pu en arriver là ? Ce père attentif, ce chercheur à l'OMS, engagé dans la vie associative et auprès des parents d'élèves, était en fait un mythomane, un menteur professionnel qui a construit son destin autour d'une obsession et qu'il s'est évertué à cacher toute sa vie jusqu'à enlever la vie. L'échec d'un examen à la fac de médecine. Il n'était ni médecin, ni chercheur, il était un autre qui se faisait passer pour lui. Un exemple paroxystique de schizophrénie et de bien d'autres choses encore que les psychiatres n'ont pas fini de disséquer. On parle parfois, à tort et à travers, d'affaires hors normes, histoire d'attirer le chaland. Mais là, nous sommes vraiment dans une histoire hors norme. C'est même l'un des faits divers les plus fascinants de l'après-guerre en France. Condamné à la prison à perpétuité avec peine incompressible de 22 ans, Roman était donc libérable en théorie depuis 2015. En théorie seulement, la preuve, le 8 février dernier, la justice a refusé sa demande de liberté conditionnelle. Notre invitée aujourd'hui, Julie Braffman, journaliste chargée de la rubrique Justice au journal Libération, notre partenaire une fois par mois. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Jean Bulot, coordination Christophe Barrère, voix Jean-Claude Roman, Philippe Pierrard, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Ce lundi 11 janvier 93, les pompiers découvrent 3 morts et un blessé inconscient. Jean-Claude Roman, 42 ans, escroc et mythomane, faux médecin, vivant de la crédulité des autres, est accusé des crimes les plus atroces, assassinat de sa femme. Jean-Claude Roman a reconnu avoir défoncé le crâne de son épouse avec un rouleau à pâtisserie. Jean-Claude Roman, l'homme qui a tué ses parents, sa femme, ses 2 enfants. 20 ans de mensonges. Je suis un monstre, c'est ainsi désormais que Jean-Claude Roman se définit. C'est vrai que c'est le silence qui s'impose à moi. Je comprends que mes paroles et même ma survie ajoutent au scandale de mes actes. J'ai voulu assumer et le jugement et le châtiment. La vie de Jean-Claude Roman, l'affaire Roman, est probablement l'un des faits divers les plus fascinants de l'après-guerre, parce qu'il nous parle de l'humain et de l'inhumain, parce qu'il nous renvoie aux pires faiblesses de la condition humaine, à ses paradoxes jusqu'au meurtre perpétré par un homme qui anéantit tout son univers intime. Il assassine les membres les plus proches de sa famille, parce que le mensonge qu'il a entretenu pendant tant d'années ne doit pas être découvert. Logique impitoyable pour ses victimes, fatal conflit également entre Jean-Claude Roman et son pire adversaire, lui-même. Oui, l'adversaire. C'est le titre d'ailleurs que choisira l'écrivain Emmanuel Carrère, hanté à l'époque par cette histoire qui en a hanté bien d'autres, à tel point qu'elle a inspiré 2 films de fiction, un film documentaire, 2 romans, 2 pièces de théâtre et bientôt une nouvelle fiction. Le 11 janvier 1993, dans le journal de France 3 Rhône-Alpes, un drame fait la une. Dans une maison en feu de Prèves-Saint-Moins, dans le département de l'Ain, les corps d'une femme et de ses 2 enfants tués par balle viennent d'être découverts. L'époux, lui, a été sauvé des flammes, brûlé mais vivant. C'est ainsi que débute l'affaire Roman. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'était un film, 7 morts sur ordonnance. Depuis la nuit dernière, c'est une tragique réalité. Un médecin, Jean-Claude Roman, âgé de 38 ans, employé à l'Organisation mondiale de la santé à Genève, avec une carabine 22 long rifle, a tué à Clairvaux-les-Lacs son père et sa mère, Aimé et Anne-Marie Roman, et à Prévessin-Moins, dans l'Ain, sa femme Florence, âgée de 37 ans, sa fille de 8 ans, Caroline, et son fils de 5 ans, Antoine. Puis il a tenté de se suicider en mettant le feu à sa maison. L'intervention des pompiers l'a sauvé. Il est actuellement à l'hôpital de Genève, grièvement brûlé.
Le mobile de ces actes n'est absolument pas connu. Sur place, personne ne comprend. Retrouvé dans le coma, Jean-Claude Roman est conduit dans la matinée à l'hôpital de Genève. Selon les pompiers, il n'a plus que quelques jours à vivre. Puis, doucement, il remonte à la surface. Lors de ces quelques jours de rétablissement, on découvre les corps de son père aimé et de sa mère, Anne-Marie Roman, tués aussi par balle chez eux. L'enquête se poursuit. En téléphonant à Genève, au siège de l'OMS, où selon son propriétaire Jean-Claude Roman travaille, les inspecteurs découvrent qu'aucun médecin ou chercheur répondant à ce nom n'y est employé. Aucune trace non plus de son diplôme obtenu à Lyon en médecine, ni de son internat à Paris. Rien. Roman était-il un médecin imaginaire sans qu'aucun de ses proches ne le sache? Mais comment est-ce possible? À Genève, pendant ce temps, Roman est sorti du coma. Il est transféré en médecine pénitentiaire à Lyon. Le juge, le procureur, son substitut, un greffier et son avocat débarquent pour interroger celui qui est considéré jusque-là comme le seul survivant, oui, survivant de l'incendie. Roman commence par tout nier. Il retombe dans le cercle du mensonge, parle d'une mission en tant que consultant scientifique pour une société inexistante. Il argumente, se contredit, puis change tout et réinvente à chaque fois une nouvelle histoire. Il n'a cessé d'inventer sa vie. Au bout de 7 heures d'interrogatoire, la vérité le rattrape. Enfin, il avoue. Je suis un monstre, titrait aujourd'hui Le Progrès de Lyon. C'est ainsi désormais que Jean-Claude Roman se définit. Transféré lundi dernier à Lyon dans l'unité cellulaire de l'hôpital Jules Courmont, le faux médecin, à peine sorti du coma, a été interrogé vendredi pendant 7 heures par un juge d'instruction. Jean-Claude Roman a reconnu avoir défoncé le crâne de son épouse avec un rouleau à pâtisserie et assassiné ses enfants après les avoir longuement embrassés. La pire des sanctions, c'est que je sois encore en vie. Je regrette que la peine de mort soit abolie, a-t-il confié à son avocat. Jean-Claude Roman a tué parce qu'il craignait d'être découvert. C'est le mobile des meurtres, croit Maître Frémion. La passion a sûrement guidé ses gestes. Reste à savoir comment le quintuple meurtrier a pu vivre 20 ans derrière un tel masque et à combien s'élèvent ses malversations financières. En juin 1996, après 3 ans d'enquête, Roman se prépare à répondre de ses actes devant la justice. Dans la ville de Bourg-en-Bresse, c'est l'effervescence. Depuis quelques jours, l'ensemble des rédactions des grands quotidiens envoient à la hâte leurs journalistes judiciaires pour couvrir cette affaire, l'une des plus troublantes à ce jour. À la cour d'assises de l'Ain, l'enjeu n'est pas de mettre un nom sur un coupable, on le connaît, mais de comprendre l'histoire de ce meurtrier que l'on décrivait, le soir du drame, comme un homme doux. C'était un monsieur extrêmement gentil, sympathique, il avait de bonnes relations avec tout le voisinage. Pour moi, c'est incompréhensible parce que c'était vraiment un type sympa et doux. Je ne veux pas comprendre ce qui s'est passé. Et tous les gens du voisinage pourront vous dire que c'était un type vraiment sympathique. Ce qui s'est déclenché, je ne peux pas le comprendre. Après 3 ans d'enquête, la justice va essayer de trouver des réponses là où les inspecteurs n'ont obtenu que des silences. Pendant 6 jours, la présidente et les avocats essaient de mettre les pieds dans la vie secrète de Roman, de comprendre les mots qui l'ont amené à écrire la fin en lettres de sang. La justice n'est pas qu'une chambre d'enregistrement des infractions, du crime, un baromètre de l'horreur des hommes. Non, elle est aussi cette sphère où l'on décompose, où l'on essaie de comprendre les fractures intimes de nos sociétés. Le temps de la justice, le temps d'un procès, c'est le temps où l'on essaie de remettre à plat une vie, d'y chercher le fil des vérités, de mettre des mots sur l'impensable. Pendant 6 jours, au palais de justice de Bourg-en-Bresse, les familles des victimes, les juges, les journalistes vont plonger dans l'invraisemblable, dans l'inimaginable et dans la vie insoutenable de Jean-Claude Roman. La justice française ne se filme pas, ne s'enregistre pas, sauf exception. Alors elle se lit dans nos journaux et parfois dans les mots d'un écrivain, surpris et bouleversé par l'histoire qu'on instruit sous ses yeux. L'écrivain, c'est Emmanuel Carrère, il est sur les bancs de la salle d'audience. Certaines déclarations de Jean-Claude Roman, citées dans ce récit d'ailleurs, sont extraites de son livre « L'adversaire ». Le 25 juin 1996, le procès débute.
Une double vie suivie d'un quintuple meurtre, 20 ans de mensonges qui prennent fin en une journée sanglante. Voilà résumé l'affaire Roman. Roman du nom de l'accusé dont le procès s'est ouvert cet après-midi à Bourg-en-Bresse devant les assises de l'Ain. Jean-Claude Roman, 42 ans, escroc et mythomane, faux médecin, vivant de la crédulité des autres, est accusé des crimes les plus atroces, assassinat de sa femme, de ses 2 enfants de 5 et 8 ans et de ses parents de 69 et 74 ans. Ce 9 janvier 93, après avoir tué tout le monde, Jean-Claude Roman tentera de se suicider sans habileté ni conviction. À peine sera-t-il légèrement blessé. Décidément, Jean-Claude Roman ne réussit que ses assassinats. Ce sont maintenant les jurés et les psychiatres qui vont se pencher sur son cas. Devant le palais de justice, en plus des familles et des journalistes, une foule de curieux attend l'ouverture des portes. L'affluence est telle qu'on a mis en place une salle de retransmission vidéo pour permettre au plus grand nombre d'assister au procès. Jean-Claude Roman a accepté la présence de photographes et de caméramans de la télévision au début de l'audience. Il le sait, ces images ne représentent rien, elles sont comme lui, images silencieuses, apparences. La vérité, elle se dessine ailleurs, hors champ. Sur ces images succinctes, on observe l'accumulation de petites tâches successives qui marquent le début de chaque séance. C'est un rituel, l'arrivée du public, l'entrée des avocats et des familles, l'entrée de la présidente du tribunal, des jurés, de l'accusé. Oui, l'accusé. C'est la première fois que les journalistes voient Roman en vrai. Comme à chaque fois, la vie carcérale change les corps. Il paraît bien loin des quelques photos de lui prises avant la tuerie et publiées par la presse. Un visage blanc sur un costume noir. Jean-Claude Roman est devenu quasi chauve. Il garde les yeux fixés sur le sol et sur ses mains jointes. Selon les formules des journalistes, certains trouvent qu'il ressemble à un curé de campagne, à un voisin revenant de course que l'on croise en descendant son escalier. C'est souvent le cas avec les criminels. Après coup, on dit souvent « Oh, c'était un homme sans histoire, monsieur tout le monde en quelque sorte ». Pour chaque procès, rien n'est écrit à l'avance. Le premier jour ne ressemble en rien au suivant. C'est une accumulation de sentiments et de ressentiments face à un homme, à une déclaration, à une confession. On se perd en lui. On l'accompagne, lui et ses victimes. Tassé dans son box vêtu de noir avec une large calvitie et des lunettes, Jean-Claude Roman a une vague ressemblance avec Monseigneur Gaillot, les yeux bleus en moins. C'est la dérive de toute une vie, débouchant sur 5 assassinats à partir de rien, d'un échec. En face de Jean-Claude Roman, sur une petite table, les pièces à conviction sont déposées. En dessous du fusil du crime, on aperçoit quelques photos du bonheur passé de la famille Roman, celle que l'on imaginait sans problème. La vie officielle, Jean-Claude Roman avec Florence, sa femme, avec ses enfants, Caroline et Antoine, ses parents, Aimé et Anne-Marie, puis d'autres photos le montrant seul, fixant l'objectif. C'est cette vie officielle, celle qu'il s'est construite, ordonnée, sans accident ni fracas, qui est au centre des premières heures du procès. Qui était Jean-Claude Roman avant ? Les premiers mensonges de sa vie apparaissent dès la sortie du lycée. Après un essai pour devenir forestier comme son père, Jean-Claude Roman se lance dans les études de médecine. À Lyon, il y retrouve une cousine éloignée, Florence, un amour secret qu'il entretient depuis ses 14 ans, mais qui n'est pas réciproque. En seconde année, Florence échoue à l'examen et se lance en pharmacie. Roman, lui, n'a pas eu de problème. On le retrouve en septembre, au cours de 3e année. Personne ne le sait. Mais lors de l'examen du mois de mai, comme cela arrive à des milliers d'étudiants, brillants chaque année, Jean-Claude Roman a échoué de quelques points. Oh, rien de grave. Un jour sans, une question mal comprise. Peu importe, la session de rattrapage est faite pour ça. Mais il décide de ne rien dire, et surtout de ne pas aller à la session de septembre. Alors, il entre directement en 3e année, comme si de rien n'était. C'est le premier mensonge de Jean-Claude Roman, celui qui déclenchera les autres selon une logique qui le mènera à l'abîme. Ainsi, pendant près de 12 ans, il se réinscrit en seconde année. Il fait comme si, il accompagne ses amis, suit les cours, prête ses photocopies, achète les mêmes ouvrages, prête ses notes. Roman est brillant. Et en juin, après chaque examen, personne ne remarque l'absence de son nom sur les listes d'admission. Et surtout, personne ne se pose la question. Non. Aussi étonnant que cela puisse paraître, personne n'a le réflexe de dire « Et Jean-Claude, combien a-t-il obtenu ?» Ce qui n'échappe pas à la présidente du tribunal, bien sûr. Roman répond en haussant les épaules. Je me suis posé cette question tous les jours, pendant 20 ans. Je n'ai pas de réponse. Quand même, les résultats des examens sont affichés. Je peux vous assurer
que je ne suis pas allé ajouter mon nom à la main. D'ailleurs, les listes étaient derrière des vitres. C'est une énigme pour moi aussi. On pourrait appeler ça des réussites mensongères, et c'est à cette époque qu'il séduit Florence. En 1980, il se marie. 5 ans plus tard, Caroline vient au monde, puis Antoine en 1987. À cause du travail de Jean-Claude à l'OMS, à Genève, le couple Roman s'est installé à la frontière de la Suisse, au pays de Gex, lieu de vie des hauts fonctionnaires internationaux qui aiment ces espaces verts et vallonnés d'une partie du département de l'Ain. La présidente du tribunal, Yvette Villevert, l'interroge longuement sur sa relation avec sa femme, ce mariage fondé sur le faux, sa fonction de chercheur qu'il n'avait pas, la sécurité financière qu'il ne pouvait lui offrir. Elle ponctue son interrogation d'indignation, de colère, pour essayer de comprendre l'ombre qu'elle tente d'éclaircir. Pour elle, et dans ces conditions, le mariage, déjà monstrueux, Roman lui répond. C'est vrai qu'il aurait suffi de quelques paroles pour qu'elle soit encore là. Ce qui est dramatique, c'est que j'ai réussi à masquer ce déséquilibre par un faux équilibre qui a trompé tout le monde, moi le premier. Je me voyais tel que les autres me percevaient. Pendant ces années, pour ses voisins, ses amis, Jean-Claude Roman est un homme, effectivement, à qui on peut faire confiance. Oui, il a une tête qui inspire confiance, c'est comme ça. Et c'est cette confiance qui lui permet de poursuivre sa double vie, celle officielle d'un médecin-chercheur important de l'OMS et l'autre, celle d'un menteur de talent. Oui, de talent, c'est tout le problème. Mais comment se déroulait la vraie vie de Jean-Claude Roman, celle où il ne se mentait pas, où il n'était pas médecin, où il était seul? Que faisait-il de ses journées? Devant les jurés et la présidente, Roman livre ses souvenirs de faux médecins, comédiens menteurs attendant derrière le rideau la nouvelle scène. J'accompagnais mes enfants à l'école et je restais dans mon bureau, qui selon les saisons pouvait être ma voiture, une cafétéria ou une bibliothèque. Je stationnais sur les parkings des supermarchés, les aires d'autoroute ou près d'un jardin botanique. La solitude est un compagnon fidèle de la vie de Jean-Claude Roman. Ses journées, il les passe effectivement à lire des revues spécialisées pour entretenir le mythe du chercheur de l'OMS, pour avoir réponse à tout, y compris et surtout auprès de ses amis médecins, des vrais, eux. Alors il prend la route, sans but, sans horizon. La Suisse, il la connaît comme sa poche, à force de la sillonner, les vignobles en pente douce du domaine de Lavaux, sa lumière exceptionnelle du mois de septembre, juste avant les vendanges, la route qui serpente au-dessus du lac. Parfois, il s'arrête voir ses parents à Clairvaux et se promène en forêt avec son père, Aimé. Mais Jean-Claude Roman passe sa journée comme ça. Elles sont multiples, ces journées, elles sont complexes. Il y a le roman associatif qui s'investit dans le secours catholique à la paroisse, chez Greenpeace ou au sein de la fondation Brigitte Bardot. Il y a le roman flambeur, celui qui aime le golf, le ski, le tennis, mais aussi le roman qui aime d'autres compagnies que celle de sa femme, qui utilise son temps libre, ses possibilités d'agenda chargé, pour mentir une nouvelle fois à Florence. La seule vérité dans ces journées parfois chargées, c'est que Jean-Claude Roman est sans profession, ne travaille pas et ne déclare aucun revenu. Alors, comment vit-il? Comment le mensonge peut-il devenir salaire? Pour survivre à ce mensonge de la non-profession, Roman va se servir d'un autre mensonge, celui de facilité bancaire en Suisse. Car rappelons-le, il affirme travailler à l'OMS, à Genève. Jean-Claude propose donc de jouer les intermédiaires auprès de ses proches qui se laisseraient tenter par l'évasion fiscale. Ainsi, son beau-père lui remet plus de 350 000 francs. Un oncle lui confie 50 000 francs. En tout, près de 2 500 000 francs. Une somme qui explique le standing de la vie des Romans, la villa, la belle voiture, l'école privée, les voyages. L'argent était le cœur du mensonge. Sans lui, le médecin de l'OMS n'existait plus. En 1991, Chantal, une dentiste de la région et amie du couple, vend son cabinet. Au mensonge étudiant, puis professionnel, Roman ajoute celui du mensonge conjugal. Chantal devient sa maîtresse. Elle lui confie la somme de la vente de son cabinet, 900 000 francs. Mais en fin d'année 1992, elle demande à récupérer ses économies pour s'installer à Paris, la Tuile. Circonstance aggravante, Roman est un piètre investisseur. À aucun moment, bien sûr, il n'a placé l'argent de ses proches. Il passe Noël en famille et sait au fond de lui-même que bientôt, il devra faire face à ses mensonges. Vertige. Au 3e jour du procès, Jean-Claude Roman est interrogé sur son emploi du temps le jour du drame, le 9 janvier 1993.
Calme, posé, de façon ordonnée, Roman fait visiter à la cour chaque recoin de sa double vie, puis laisse sa place peu à peu à un autre Jean-Claude Roman qu'on n'avait encore jamais entendu, celui des sanglots et des silences. La présidente veut comprendre. Elle l'interroge sur sa relation avec Florence, le questionne sur le taux important d'alcool retrouvé dans le sang de sa femme. Elle imagine une dispute autour du mensonge que sa femme aurait peut-être découvert. S'il y avait eu une scène de ménage, pourquoi la cacher ? Je ne me sentirais pas moins coupable, mais ce serait une explication. Ce serait peut-être plus acceptable. Je ne peux pas dire avec certitude qu'elle n'a pas eu lieu, mais je ne me rappelle pas. Je me rappelle les autres scènes de meurtre qui sont tout aussi horribles, mais pas celle-là. Je suis incapable de dire ce qui s'est passé entre le moment où je consolais Florence sur le canapé et celui où je me suis réveillé avec le rouleau à pâtisserie taché de sang entre les mains. Pourtant, après son premier meurtre, Jean-Claude Roman ne s'endort pas dans son canapé. Il nettoie le rouleau à pâtisserie et répond à un appel téléphonique. Au bout du fil, une amie de Florence. Alors, sans stress, il entame la conversation et indique que son épouse s'est endormie. Mais ses enfants se réveillent. Il les amène dans le salon et lance la cassette des 3 petits cochons dans le magnétoscope. Caroline et Antoine sont dans le canapé. Lui prépare 2 bols de céréales, puis s'assoit avec eux. Je savais, après avoir tué Florence, que j'allais tuer aussi Antoine et Caroline. Et que ce moment, devant la télévision, était le dernier que nous passions ensemble. Je les ai câlinés. J'ai dû leur dire des mots tendres comme « je vous aime ». Cela m'arrivait souvent, et ils y répondaient souvent par des dessins. Même Antoine, qui ne savait pas encore bien écrire, savait écrire « je t'aime ». Nous sommes restés comme ça peut-être une demi-heure. Caroline a vu que j'avais froid. Elle a voulu monter chercher ma robe de chambre. J'ai dit que je les trouvais chauds, eux, qu'ils avaient peut-être de la fièvre et que j'allais prendre leur température. Caroline est montée avec moi. Je l'ai fait coucher sur son lit. Je suis allé chercher la carabine. Jean-Claude Roman assassine ensuite son fils dans les mêmes circonstances. Dans le palais de justice, des cris et des pleurs accompagnent l'intenable confession de Roman. Dans la petite pièce aménagée avec le retour vidéo, le public est tétanisé. Certains sont debout, d'autres quittent la salle sans faire un bruit. Puis Jean-Claude Roman raconte la mort de ses parents, son départ de la maison conjugale, la route vers Clairvaux-les-Lacs, l'ouverture du portail, comme il dut le faire des milliers de fois, le dernier dîner, puis la mort tranchante, chirurgicale, son père, sa mère, son chien. Dans un sanglot, Roman confesse. En quittant Clairvaux, j'ai eu le même geste que d'habitude. Je me suis retourné pour regarder le portail et la maison. Je le faisais toujours car mes parents étaient âgés et malades, et je me disais que c'était peut-être la dernière fois que je les voyais. Arrêtons-nous un instant sur cette description avec cet élément troublant. Lorsque Roman raconte les 5 meurtres, il les raconte froidement, presque avec distance. Or, quand il arrive à l'épisode du chien, là il craque, oui, à ce moment précis. Malaise dans le prétoire, immense malaise. Toujours est-il que la confession de Roman n'a pas fait avancer l'explication. L'énigme Roman reste entière. Il indique qu'il ne voulait pas faire subir à sa femme et à ses parents l'intolérable mensonge, celui de sa vie. Dans son esprit, mieux valait qu'il meure plutôt qu'il sache. Au 4e jour du procès, dans le public encore sous le choc des déclarations de Roman, la salle attend avec impatience les raisons de cet acte. Le témoin du jour, Chantal, l'ancienne maîtresse de Roman, est très attendue dans le prétoire, et pour cause, elle est la seule survivante, la dernière personne qui a vu Roman ce jour-là, le Roman meurtrier, celui qui est passé à l'acte. Le 9 janvier 1993, après avoir assassiné ses proches, Jean-Claude Roman fonce à Paris la rejoindre. Il avait invité Chantal à un dîner le samedi 9 janvier chez l'un de ses amis, Bernard Kouchner. Sauf que cet ami ne le connaît pas, ce dîner n'existe pas. Jean-Claude Roman récupère Chantal chez elle, à Paris, et ils partent ensemble, vers Fontainebleau, lieu du soi-disant dîner.
Il se perd, prétexte une erreur dans le trajet, ne retrouve plus le numéro de téléphone de son ami. Il tourne en rond durant plusieurs minutes, puis stoppe la voiture en pleine forêt. Roman sort, fouille dans son coffre, il revient avec une bombe lacrymogène et un teaser électrique. Chantal se défend, hurle, l'interpelle. C'est la première fois qu'une voix brise le silence de sa folie meurtrière. Elle résiste, lui s'écroule. Il pleure dans ses bras, s'excuse, parle de fatigue, de son traitement contre son cancer. Faux, lui aussi. Choquée, elle ne dira rien, elle ne portera aucune plainte. Elle attend toujours le retour de ses 900 000 francs qu'il promet de lui rendre dès lundi. Roman, lui, rentre après Saint-Moins retrouver les corps de sa femme et de ses enfants. Au palais de justice, on attend toujours l'arrivée de Chantal. À 14h, on apprend qu'elle s'est fait porter malade. On n'en saura pas plus. Jean-Claude Roman reste seul avec ses secrets. Depuis 4 jours, Jean-Claude Roman essaye de raconter et d'expliquer devant la cour d'assises de Bourg-en-Bresse. Roman a tué son père, sa mère, sa femme et ses 2 enfants après une vie entière de mensonges. Depuis 4 jours, il ne cesse de répéter « Je ne comprends pas ». Chantal, qui fut la maîtresse de Roman et qui faillit être sa victime, ne s'est pas présentée à la barre au bénéfice d'un certificat médical disant qu'elle en était moralement incapable. C'est dommage car elle est le seul témoin survivant de l'affaire. Affaire racontée avec bien des hésitations et il faut le dire un air un peu sournois qu'il dessert par l'accusé. Que dit-il? De pauvres mots. Tout cela est affreux, j'étais l'assassin, j'aurais voulu les rejoindre, je ne comprends pas. Il n'est pas le seul. La plongée dans l'invraisemblable vie de Jean-Claude Roman se poursuit le 10 janvier, seul chez lui. Rien de particulier, continue sa vie dans cette maison vide où derrière certaines portes les corps de Florence, Antoine, Caroline gisent. Vers 4h du matin, il sort les jerrycans d'essence qu'il avait remplis quelques jours avant le drame, le même jour où il avait acheté la bombe lacrymogène, l'arme, les munitions et les médicaments. Il ferme les portes et les fenêtres, met le feu, s'allonge près de Florence et ingurgite un mélange de médicaments. Au même moment, le camion poubelle commence à tourner. La ville se réveille, l'alerte est très vite donnée. Roman sera sauvé des flammes. Alors, est-ce que cette tentative de suicide est aussi un mensonge? Une ultime falsification? Une dernière mise en scène? Au 5e jour du procès, c'est sur les lectures de Jean-Claude Roman que la présidente s'interroge. Il y a un livre qu'il apprécie beaucoup, un livre lu pendant son adolescence et dans lequel il aime se replonger, parfois. C'est La Chute d'Albert Camus. Pour ponctuer ces questions, la présidente lit plusieurs passages. Citons-la. Comment la sincérité serait-elle une condition de l'amitié? Le goût de la vérité est un confort, parfois, ou un égoïsme. Elle poursuit la lecture de Camus. La vérité, comme la lumière, aveugle. Le mensonge est un beau crépuscule qui met chaque objet en valeur. On voit parfois plus clair dans celui qui ment que dans celui qui dit la vérité. Roman écoute, se lève et ne trouve que quelques mots en réponse. J'ai peut-être fonctionné dans ce sens-là. Parfois, on peut mentir, juste pour voir un peu de joie chez les autres. Face à lui, le public reste dubitatif. La vérité est de plus en plus lointaine, on la perd dans la mythomanie de l'accusé. Face à lui, la mère de Florence est à la barre. Elle s'appelle Jeanne Crollet, 68 ans. Elle raconte la vie de sa famille avec Jean-Claude. Elle ne comprend pas, elle non plus, bien sûr. Elle ne comprend pas avoir été bernée pendant de si longues années. Elle ne comprend pas pourquoi elle a perdu sa fille et ses petits-enfants. Alors quand la justice peine à dessiner la vérité, elle invite les psychiatres à la barre. Elle leur pose à chaque fois la même question. L'accusé est-il fou? Jean-Claude Roman est-il fou? Devant la cour d'assises de l'Ain, la parole était aux experts psychiatres cet après-midi. Ce matin, la belle-mère de Jean-Claude Roman, dont la vie est brisée depuis l'assassinat de sa fille et de ses 2 petits-enfants, s'est écrié des sanglots dans la voix. Jean-Claude Roman, tu n'es qu'un monstre. Était-il pour autant en état de démence au moment des faits? Les experts expliquent que non. Les psychiatres nous ont longuement décrit Roman, un mythomane, un égocentrique, narcissique, intelligent mais lâche, avec des troubles de la personnalité. Il aurait tué pour nier une partie de lui-même et éliminer la réalité trop lourde à supporter. La vérité aurait tué ses proches, alors il a préféré les tuer avant. Et n'ayant pas la capacité de simplement déprimer, eh bien il a cassé autrement une situation sans issue. Fort bien, mais cela n'explique pas le massacre. Et comme le dit tout simplement Maître Abad, son défenseur, alors mon client est-il un malade ou non?
On répond, il est limite. C'est une personnalité pathologique et son discernement a été partiellement occulté. Il n'est pas normal, on pouvait s'en douter. Pas vraiment dément non plus. C'est donc la partie malade qui l'a emporté sur la partie saine. Il est justiciable de cette cour d'assises, mais sa responsabilité est atténuée. Mais personne ne peut expliquer comment ce mythomane, cet égocentrique qui avait peur de perdre l'estime des siens, a pu passer à l'acte avec tant de violence, sans être schizophrène ni en profonde crise dépressive. La cour devra juger sans vraie réponse à ces questions-là. Dernier jour de procès, dernière confession avant le verdict. Pendant 4 heures, l'avocat général Jean-Olivier Vieux assomme la salle et Roman avec un réquisitoire tranchant, ne laissant la place à aucun doute, à aucune explication, à aucune raison valable. Roman a tué 5 fois son père, sa mère, sa femme et ses 2 enfants. Roman est un génie malin, un imposteur qui pendant près de 20 ans a trompé ses amis, sa famille, a volé pour financer son mensonge. Pour l'accusation, tout semble calculé, maîtrisé, une sorte de mécanique bien huilée, démoniaque. En ce début d'année 93, la fin du mensonge était proche. Le rideau allait se lever sur la vie de Jean-Claude Roman. C'est précisément pour éviter d'assumer cette vérité que Roman préfère supprimer l'obstacle, et en l'occurrence supprimer des vies. L'avocat de la défense, lui, est dans son rôle. Il emprunte les chemins de l'intime, remonte celui de l'enfance, des trébuchements qui ont amené Jean-Claude jusqu'au drame du 9 janvier 1993 et conclut ainsi, je le cite, « Jean-Claude Roman les aimait mal comme un malade mental, à la vie, à la mort ». C'est donc à l'accusé que l'on donne la parole avant l'ultime délibération de la cour. Jean-Claude Roman, comme à son habitude, a soigneusement préparé ce moment où il demande pardon. C'est vrai que c'est le silence qui s'impose à moi. Je comprends que mes paroles et même ma survie ajoutent au scandale de mes actes. J'ai voulu assumer et le jugement et le châtiment. Et je crois que c'est la dernière occasion que j'aurai de parler à ceux qui souffrent à cause de moi. Je sais que mes mots sont dérisoires, mais je dois les dire. Leur dire que leur souffrance ne me quitte ni le jour, ni la nuit. Il s'adresse ensuite aux disparus, aux victimes de ces actes. Pardon de n'avoir pu supporter l'idée de vous faire souffrir. Je sais que je ne pourrai vivre sans vous, mais aujourd'hui, je suis encore en vie, et je vous promets d'essayer de vivre tant que Dieu le voudra. Sauf si ceux qui souffrent à cause de moi me demandent de mourir pour atténuer leur peine. Je sais que vous m'aiderez à trouver le chemin de la vérité, de la vie. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'amour entre nous. Je vous aimerai encore en vérité. Pardon à ceux qui pourront pardonner. Pardon aussi à ceux qui ne pourront jamais pardonner. Merci, Madame la Présidente. Le 2 juillet 1996, la cour d'assises de l'Ain condamne Jean-Claude Roman à la réclusion criminelle à perpétuité. La sentence tombe, mais la vérité se cache encore. Roman n'a rien à livrer. Il quitte le tribunal avec ses secrets. Désormais, la vie de Roman ne lui appartient plus. Elle entre dans le grand livre des faits divers de notre temps, ceux que l'on n'arrive toujours pas à expliquer et qui, pour cette raison, nous hantent. Sensible, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'affaire Jean-Claude Roman, notre invitée Julie Braffman. Bonjour. Bonjour. Journaliste, consoeur, chargée de la rubrique Justice au journal Libération, notre journal partenaire. Alors, vous êtes jeune, en 1993, quand l'affaire a éclaté, vous n'étiez pas assez vieille pour en avoir conscience. Je n'étais pas journaliste. Et vous n'étiez surtout pas journaliste. Moi qui suis, moins jeune que vous, j'ai vécu cette affaire et je me dis que ça change rien. Non, je pense que vous avez raison. En fait, je pense qu'en 93 comme en 2018, quand on se penche un petit peu sur le dossier, finalement, on est intéressé par les mêmes choses, les mêmes ressorts. Ça touche à quelque chose d'assez universel. Ce qui change peut-être, c'est le regard qu'en a une société, finalement, celle de 93 et celle de 2018, de notre rapport à la vérité, à la transparence. C'est peut-être ça qui change plus collectivement, mais individuellement, je pense que non. Bien sûr, et le fait qu'elle traverse les générations montre qu'elle est fascinante et qu'elle est hors norme. Pour une fois qu'on peut dire hors norme et le dire
honnêtement. Alors, il est en prison depuis 25 ans maintenant. Qu'a-t-il entrepris en prison? Je vous pose la question parce que dans votre article, vous écrivez comme si la liberté était paradoxalement advenue, pour lui, derrière les barreaux. Que s'est-il passé pendant 25 ans? Cette phrase-là fait référence finalement au moment où après le procès, donc il est incarcéré, c'est le moment où son imposture est connue de tous, et pour lui finalement c'est le premier moment de sa vie où aux yeux des autres il en est déchargé, c'est-à-dire que pour lui cette liberté-là paradoxalement advient derrière les barreaux, parce que derrière les barreaux on sait qui il est. Il n'a plus à porter le poids de ça, donc cette phrase faisait référence à ça. Oui. Au-delà de ça, quand même, il tombe et très vite, je crois, dans un mysticisme religieux, où il n'a pas grand-chose d'autre à faire, il faut bien l'avouer, mais quand même, qu'est-ce que c'est que ce passage à ce mysticisme? Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça explique? Et comment on peut le relier à sa vie et à cet épisode terrible de 93? Ça, sur la foi de Jean-Claude Roman, je serais bien en peine de vous répondre. Je sais que c'était quelqu'un de croyant déjà dans sa vie avant. Maintenant, la façon dont il a cultivé ça derrière les barreaux, l'importance que ça a pu prendre, je crois qu'elle est allée croissante d'après ce que j'ai pu lire, d'après les différentes archives. Je crois que c'est quelque chose de très important dans sa vie, oui. Alors, est-ce qu'on peut parler d'une vie de mensonge ou d'une vie de malade mental? Alors, je prends des précautions parce que ce sont des notions très précises, les notions de psychiatrie. Et nous ne sommes pas psychiatres, nous ne sommes pas psy, nous sommes journalistes, c'est déjà bien. Mais enfin, est-ce que c'est l'histoire d'une maladie mentale avant tout? D'une vie de mensonge, certainement, ça on peut le dire, oui. C'est les faits, c'est la façon dont lui aussi l'a raconté. Il a bien dit comment un mensonge en a appelé un autre, comment il en est arrivé finalement d'une petite falsification personnelle à l'imposture d'une vie, c'est-à-dire qu'il a tout reconstruit. Ce qui est intéressant, c'est comment il s'est inventé, parce que finalement, et c'est ce qui a fasciné, c'est-à-dire de se demander qu'est-ce qu'il a déconstruit, pourquoi, qu'est-ce qu'il a voulu cacher, qu'est-ce qu'il a pu lui arriver d'honteux, pourquoi ce mensonge-là. Et personne n'a rien trouvé, personne n'a été capable de dire qu'est-ce qu'il a voulu occulter. Et cette construction-là, en fait, c'est une série, donc ça part de l'école de médecine, mais c'est toute sa vie personnelle, c'est une imposture qui était dans l'intimité conjugale, c'est-à-dire chaque pan de sa vie qui s'est construite selon peut-être un modèle social de la bourgeoisie, il allait dans les colloques, c'était une vie de dîner mondain, une vie d'un couple qui présentait bien sous tout rapport. On a l'impression qu'il a reconstruit peut-être quelque chose qui correspondait à ça, des certains clichés sociaux peut-être. Alors justement, est-ce que l'explication selon laquelle il s'est enferré dans le mensonge parce qu'il a raté son examen de médecin et qu'il ne voulait surtout pas le dire par rapport à ses amis qui, eux, empruntaient la même voie, les mêmes études, mais avec succès. Est-ce que c'est un peu court de dire que tout ce mensonge est parti de là et tourne autour de là? Certainement. Après, il n'y a qu'une seule personne qui peut essayer d'expliquer comment il a construit son mensonge, c'est lui. Et lui s'est trouvé bien en peine finalement. On le voit pendant le procès, il n'a pas réussi ni vraiment à expliquer son geste meurtrier, ni l'origine de ce mensonge-là. Toujours est-il qu'il est encore en prison et on va écouter une archive du 11 janvier. C'est Emmanuel Crollet qui parle, c'est le frère de Florence. Florence, on le rappelle, c'est la femme de Jean-Claude Roman, c'est donc une des victimes. Et il s'indignait au micro de France Bleu, Pays de Savoie, d'une possible libération de Jean-Claude Roman. Je le rappelle, c'était le 11 janvier. La décision de justice de laisser Roman en prison est intervenue 10 jours plus tard, le 8 février. Une colère rentrée. C'est par un simple courrier de la justice qu'Emmanuel Crollet a appris que son beau-frère, Jean-Claude Roman, demande à sortir de prison après 25 ans de détention, comme la loi lui permet. Ça a été un choc. Nous ne s'attendions donc pas du tout à cette éventualité, étant dans une quiétude relative depuis 25 ans. Tant qu'il est en prison, loin de chez nous, on a la paix. C'est un cauchemar qui redémarre. C'est un nouveau cauchemar. Comme toute la famille, Emmanuel Crollet a cru que son beau-frère était médecin à l'OMS. Lui aussi lui a prêté de l'argent, lui a fait confiance, l'a pris pour modèle. Qu'est-ce que vous craignez? On peut le croiser dans la rue, on peut le croiser sur la tombe de ma sœur. Je ne sais pas si on se rend compte du choc que ça pourrait faire. Ma crainte, elle est que pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas changé,
parce qu'il reste un manipulateur et un menteur. Les psys ne s'opposent pas à sa libération. Ils disent qu'il n'y a pas de risque de récidive. Ils ont en face d'eux quelqu'un qui est excessivement intelligent, et ça c'est clair. Il est excessivement intelligent. Et donc il donnera le change aux personnes qu'il a en face de lui. Il l'a fait pendant 20 ans. Ça a marché. C'est un homme qui a tué, mais c'est aussi votre beau-frère. Je l'ai en face de moi demain, je lui dis tu, je lui dis vous. Je lui dis quoi? Je lui dirai pas Jean-Claude. Je l'appellerai Roman, ou je l'appellerai pas. C'est plus mon beau-frère. Bon, rendons à César ce qui est à César, c'est une archive de France 2. Julie Braffman, quels sont les motifs officiels qu'a donné la justice pour refuser la mise en libération conditionnelle de Jean-Claude Roman? Donc dans sa décision, le parquet a communiqué finalement assez sommairement sur cette décision en disant que le refus était motivé finalement par 2 raisons principales. La première tiendrait à sa personnalité et la seconde à son projet de réinsertion, celui qu'il a présenté donc devant le tribunal de l'application des peines. Donc voilà, après dans le détail, c'est difficile de savoir exactement plus précisément ce qui a conduit à cette décision. Comment les proches des victimes de Roman, à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, le beau-frère, comment les proches des victimes, après tout, pourraient-ils accepter la libération? La question finalement, c'est pas celle-ci, parce que bien sûr, pour les proches des victimes, c'est une souffrance qui est ravivée et qui est tout à fait légitime. La question qui est posée à la justice, c'est cet homme doit-il sortir? A-t-il un projet suffisamment abouti pour sortir? A-t-il évolué sur le regard qu'il porte sur son geste? Et puis surtout, quel est le sens de sa peine? Quel est le sens d'une peine de 25 années? Jean-Claude Roman, il doit sortir. Il y a un moment, il y a plus de peine de mort en France, donc la question de sa sortie va se poser. Et il va falloir y répondre. Alors peut-être qu'à ce stade, on a considéré que le projet n'était pas suffisamment mûr, mais en tout cas, c'est une préoccupation qui va se reposer. Est-ce que ça veut dire, c'est que officiellement la justice n'a pas à répondre à la question de l'émotion? Elle a à répondre à la question ou de la dangerosité, ou à des questions plus rationnelles, plus concrètes, comme celle que vous venez de soulever. Alors, les faits divers fascinent, pas tous, certains, en tout cas celui-là, ils nous questionnent et nous les questionnons. Et c'est le cas aussi d'écrivains comme Emmanuel Carrère, écrivain et cinéaste, qui s'est emparé de cette histoire, ou des documentaristes comme Laurent Canté, Nicole Garcia ou Gilles Caillat. Laurent Canté en 2001 avec L'Emploi du Temps et en 2002 avec L'Adversaire de Nicole Garcia. Tous ces gens sont revenus sur cette tragédie, ont questionné cette histoire. Cet homme qui, écrivez-vous, a fait de la banale tricherie un art de vivre, des arrangements avec la réalité une routine, de la petite imposture personnelle une grande mystification. Quel est cet chevaux de sentiments dans le même homme? C'est ça aussi qui nous fascine. Je pense que cette affaire-là, elle fournit déjà un premier matériau à tout romancier, cinéaste. C'est celui d'une vie qui est déjà fictionnalisée, donc il y a une espèce de mise en abîme de la fiction. Et il leur laisse aussi, finalement, une totale liberté d'interprétation en étant lui-même pas capable d'expliquer son geste, d'expliquer son mensonge. Je veux dire, cette propre interrogation qu'il a par rapport à lui-même, finalement, pour tout romancier, c'est une liberté totale d'interprétation aussi et d'essayer de réfléchir à cette histoire. Ce qui nous fascine également, c'est que pendant 20 ans, il a pu tromper tout son monde, se faire passer pour un vrai médecin. Et alors, on l'écoutait parce qu'il était médecin. C'est quand même complètement fou que la raison sociale, présumée, parce qu'elle n'était pas vraie, dicte le comportement des gens et construise leur naïveté comme ça. C'est incroyable. Et au-delà de ça, est-ce que ces gens qui l'ont cru se sont sentis ensuite complices finalement du drame? Moi, je pense que ce qui fascine dans cette histoire, c'est que ça renvoie à quelque chose de très universel en chacun de nous, c'est-à-dire c'est cette espèce de se rêver autrement, se rêver quelqu'un d'autre. Tout le monde, et même en société, tout le monde ment à différents degrés, mais tout le monde rajuste un peu le costume. Enfin, c'est quelque chose qui touche tout le monde. Lui, il l'a fait à un degré qui n'a jamais été égalé, et il l'a fait dans une sphère où en général ça n'intervient pas, c'est-à-dire au sujet de ses plus proches, dans l'intimité, jusqu'à la chambre à coucher. Maintenant, est-ce que ses proches se sont sentis complices de ça ?
Je pense qu'ils se sont surtout sentis, enfin déjà ils n'ont jamais pu le savoir, puisqu'en tout cas sa famille proche, voilà, il les a tués pour ne pas leur dire finalement, donc c'était pour qu'ils ne le sachent pas qu'il a commis ce geste-là dans ce qu'il en a dit. Et des gens autour, je pense qu'ils se sont surtout sentis bernés, peut-être plus que complices. Ouais. En tout cas, pour tous ceux qui ont partagé la vie de Roman ces années-là, c'était un ancien élève brillant, un chercheur à l'OMS, toujours en déplacement, et ça c'est une vérité qui était, enfin une vérité entre guillemets, mais qui était acceptée par eux-mêmes, et on va écouter ensemble un extrait du documentaire de Gilles Gayat autour de cette question-là, qui est celle de la naïveté de ceux qui l'entouraient et qui l'ont cru. Nous étions allés passer une journée chez Florence et Jean-Claude, et Florence très fière de son mari, et puis d'autre part elle nous dit Jean-Claude très modeste, ne vous l'aurait pas montré, c'est moi qui vous la montre, sa nouvelle carte de visite. Alors Jean-Claude Roman, chef de clinique à l'hôpital cantonal de Genève, maître de recherche, maître de conférence et interne des hôpitaux de Paris. D'un côté, un service à l'hôpital cantonal de Genève, à l'OMS, à Lyon. Il était un peu, pour moi, un expert dans son domaine. Il disait travailler dans un laboratoire de recherche à Dijon. Théoriquement, il avait encore une activité à Lyon aussi, donc il devait faire la navette, je sais pas ce qu'il faisait. Le fait que l'OMS ait par exemple un bureau à Lyon faisait que Jean-Claude était soi-disant souvent, je sais pas ce qu'il faisait de ses journées, mais soi-disant souvent en déplacement. Donc pour moi c'est quelque chose, dans les organisations internationales, vous êtes souvent en déplacement quoi qu'il arrive, donc c'est quelque chose qui est tout à fait acceptable. C'est encore une fois une de ces particularités de cette région, c'est que vous pouvez être à droite, à gauche et avoir un siège qui est au milieu. Julie Brafman, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, j'ai du mal, personnellement, à comprendre comment autant de gens ont cru à ça jusqu'à prêter de l'argent. Enfin, c'est complètement dingue. Et pourtant, c'est vrai. J'ai pas le choix, je suis bien obligé de considérer que c'est vrai, c'est vrai. Oui, enfin, nous, on a la chance d'être au bout du film, finalement. Nous, on le rembobine. Mais les gens qui le vivent, je sais pas si à ce moment-là, si on se remettait dans nos vies à nous, je suis pas sûre qu'on porte regard sur nos proches et qu'on soit capable de déceler ce que eux n'ont pas su déceler à l'époque. C'est toujours plus facile rétrospectivement, mais... ça interroge quand même. Oui, ça interroge. Après, la façon dont il a construit aussi, c'est une vie construite avec des comme si, parce que finalement, il était comme s'il était médecin, comme s'il gagnait de l'argent, comme s'il allait à l'école, comme si le matin il partait travailler. Et les apparences sont restées sauves jusqu'au moment où il les a senties vaciller un petit peu. Où lui-même on est sorti au moment où il a senti qu'elle n'était plus tenable finalement. Vous dites dans votre article que Jean-Claude Roman est devenu une sorte de référence dans les annales criminelles. À chaque affaire impliquant un petit ou grand falsificateur de l'existence, on ressort Roman. C'est vrai. En tout cas, je crois qu'aujourd'hui, rien que la façon dont il a perduré dans la mémoire collective, il y a le crime et l'effroi que son crime a pu provoquer de ce quintuple meurtre. Mais on l'appelle bien le faux docteur Roman, c'est ce qui nous en reste aujourd'hui. C'est ce deuxième crime finalement qui s'est doublé au premier, celui du mensonge. Le faux médecin, on dit toujours ça. Et on va écouter pour terminer Manuel Carrère, justement, qui nous donne également les raisons qui l'ont poussé à s'interroger sur le cas Jean-Claude Roman et à écrire L'Adversaire. C'est une archive qui date du 15 juillet 2015, récupérée sur le site du point.fr. Si vous voulez, Jean-Claude Roman s'est converti en prison. Cet homme qui a donc commis ces crimes terribles, et non seulement il a commis ces crimes terribles, mais surtout il a menti toute sa vie. C'est quelqu'un qu'on identifie au mensonge, comme si c'était une espèce d'incarnation du mensonge. Or, cet homme dit maintenant au fond, qu'il a été touché par la grâce, qu'il est dans une espèce de communication avec le Christ, et c'est évidemment quelque chose qui inspire beaucoup de soupçons. Je me souviens que à son procès, soit avec moquerie, soit avec indignation, soit avec dégoût, un tas de gens disaient, des journalistes, tout ça, disaient, mais c'est son ultime mensonge. Et en plus, celui-là, il a l'avantage c'est une forteresse imprenable. Si vous êtes faux médecin, vous vous exposez évidemment à ce qu'un jour on vous démasque. Si vous dites que vous êtes en communication quotidienne avec Jésus, personne ne va pouvoir vous prouver le contraire. Donc, maintenant,
Je me refuse à juger la foi de Jean-Claude Roman. Qui sait? Je suis pas dans sa tête. Je suis pas même, pardon d'utiliser ce mot un peu embarrassant. Je ne suis pas dans son âme. Voilà, c'était pour boucler la boucle sur cette thématique du mysticisme de Jean-Claude Roman. En prison d'ailleurs, Emmanuel Carrère n'avait pas voulu s'exprimer lors de la première diffusion de cette émission sur Jean-Claude Roman. Il m'avait dit tout simplement, je me suis vraiment investi dans cette histoire. Voilà, c'était une période de ma vie et de ma vie littéraire. Merci infiniment, Julie Braffin. Merci beaucoup. Journaliste à Libération, notre journal partenaire. Merci, au revoir. C'est l'affaire sensible aujourd'hui, l'affaire Jean-Claude Roman, une émission que vous pouvez